Bonjour, Bonjour. dans une vidéo précédente, j'ai discuté 13 objections au RIC constituant. Donc le RIC constituant, c'est ce RIC qui permet à des citoyens de proposer une modification de la Constitution sur un sujet précis. Et s'ils récoltent le nombre requis de signatures, eh bien, cette proposition est soumise en votation populaire. Et puis c'est le peuple qui décide si oui ou non la proposition est acceptée et puis donc la Constitution est modifiée de la façon proposée par les initiants. Et donc sous cette vidéo, il y avait différents commentaires et notamment ceux de Luc qui, qui avait des problèmes sur certains points avec le RIC constituant. Et puis on a décidé donc de faire une vidéo pour discuter de ces points. Et eh bien, dans un premier temps, maintenant, Luc va se présenter et puis après, il va présenter ses différents points de discussion l'un après l'autre. D'accord, ouais. Bon, alors moi, je me suis engagé un petit peu en politique, c'est par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Par rapport à mes contraintes professionnelles et familiales, j'étais pas dans les manifestations, mais j'ai voulu contribuer. Et donc, je me suis investi. C'était en même temps que le grand débat de Macron. Il y avait une plateforme qui s'appelait Le Vrai Débat. Et j'ai administré un petit peu la plateforme qui concernait les citoyens de la région de Bretagne, quoi. Et donc, par rapport à ça, j'ai entendu parler du référendum d'initiative citoyenne. C'était en plein dans le mouvement des Gilets jaunes. Et je me suis intéressé, donc j'ai participé à un Mumble avec les Gentivirus. Et puis, j'ai essayé de mettre en place des ateliers constituants en Côte d'Armor. Il n'y a pas eu grand monde, mais bon, j'ai quand même produit un travail que j'ai mis sur le site de Culture RIC. Et là, je viens de voir la vidéo avec 13 arguments anti-RIC. J'aimerais approfondir parce que je suis pas certain, je suis pas totalement convaincu et je voudrais reprendre point par point pour justement peut-être après argumenter quand il y aura de nouveaux ateliers citoyens, quoi. Alors, Voilà. merci pour cette présentation et je vous laisse commencer par votre premier point. Alors le premier point, c'était qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les trois premiers points. Il y avait un, deux, trois là. C'était le RIC tue la démocratie représentative. Ça, je n'ai pas repris. Après, il y a le RIC ralentit les processus de décision. Ouais, non, je ne sais pas trop. C'est le RIC ne permet pas d'amender les propositions. Cela, je pense que c'est acceptable aussi. C'est la division des Français. Là, je trouve que c'est un peu discutable. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse. Il me semble que c'est pas les mêmes rythmes dans tous les cantons. Et puis là, je vois en fonction des différents scrutins qu'il y a eu, parce que depuis le début des Gilets jaunes, il y a eu pour les européennes, il y a eu pour les municipales et il y a eu pour les régionales. Et il y avait des listes qui mettaient en avant le RIC, et pourtant, ça n'a pas fait l'adhésion du plus grand nombre. Et maintenant, pour les présidentielles, je vois qu'il y a Clara Heger qui se présente avec cette seule idée-là. Et puis, il y a plein de petits candidats qui ont aussi le RIC dans leur programme. Sur la question de la division, je suis pas trop certain, je suis pas convaincu que ça divise pas un petit peu tout le monde. Moi, je pense qu'on devrait pouvoir faire bloc autour de cette idée-là, si c'est ça qu'on veut défendre, quoi. Donc, d'abord les Gilets jaunes, j'ai l'impression que le RIC était quand même était l'une des revendications phares des Gilets jaunes. Donc, j'ai l'impression que les Gilets jaunes sont relativement bien derrière le RIC. Et puis d'autre part, il y a des sondages. Alors bon, les sondages valent ce qu'ils valent, mais d'après les sondages, il y a une large majorité des Français qui est pour le RIC. Donc j'ai l'impression que le RIC est une idée qui peut rassembler. D'autant plus que finalement, c'est quoi l'idée du RIC? Et là, je parle peut-être plus généralement que juste le RIC constituant, mais tout particulièrement du RIC constituant, c'est de donner au peuple le pouvoir de décider. Et finalement, ça serait pas très étonnant que le peuple
dans sa large majorité, souhaitent que les élus ne confisquent pas le droit de décider, mais qu'ils puissent eux aussi, que le peuple puisse aussi décider sur des sujets et sur des sujets de son choix. Donc, c'est pour ça qu'on dit initiative citoyenne. Ouais, mais ça n'a pas donné de grands résultats dans les précédents scrutins. Moi, je pense que le RIC devrait être associé à un socle d'idées pour lesquelles on se bat. Il y avait des idées dans le mouvement des Gilets jaunes, c'était la justice fiscale, la justice sociale, moins de violence policière, et puis peut-être moins de taxes sur les produits de première nécessité. Enfin, il y avait plusieurs idées comme ça. Peut-être un peu moins de privilèges pour les élus, essayer de rassembler un petit peu, de rapprocher les élus et les citoyens. Toutes ces idées-là permettraient peut-être de donner, de rendre le RIC plus intéressant et montrer qu'il est utile. C'est justement de mettre nos revendications en avant par cet outil-là. Le RIC est un outil, mais il faudrait peut-être les associer à des idées, quoi. C'est pour ça qu'à mon avis, le RIC tout seul n'est pas vraiment convaincant. Je crois que l'idéal, ce serait que tous les partis, en fait, qui ont différentes idées, parce que tout le monde n'a pas les mêmes idées sur, je sais pas, est-ce qu'il est pour ou contre les centrales nucléaires ou des choses comme ça. Et ce qui serait l'idéal, c'est que ceux qui sont contre les centrales nucléaires soient contre les centrales nucléaires, mais veuillent aussi le RIC, disons que ce soit le peuple qui décide si on construit une nouvelle centrale nucléaire ou pas. Et puis que ceux qui sont pour les centrales nucléaires, eux, ils sont pour, mais qui sont aussi pour le RIC, avec l'idée que eux aussi, que ce soit le peuple qui décide. Donc, ce qui serait idéal, c'est qu'il y ait sur les différents sujets, les gens ne sont pas d'accord, mais qu'au moins ils tombent d'accord sur le fait qu'à la fin, le peuple doit pouvoir décider s'il le souhaite. Et oui. On peut déjà faire des référendums histoire de consulter la population. C'est ce qu'on a pu faire, par exemple, pour réunir le département de la Loire-Atlantique avec les 4 départements bretons. Il y a des choses comme ça qui existent déjà pour savoir l'avis des citoyens en France. Maintenant, on ne voit pas tellement bien comment fonctionne le RIC, c'est-à-dire que c'est de l'initiative citoyenne, c'est-à-dire que faudrait réussir à montrer quel est l'intérêt, quel plus il y a par rapport au référendum qui existe déjà en France, quoi, parce qu'il y a déjà des choses qui existent. C'est bien qu'il y ait des choses qui existent, mais je crois qu'il y a 2 choses qui distinguent le RIC. C'est que, premièrement, il est d'initiative citoyenne. Donc, c'est les citoyens qui décident de la question, plutôt que simplement les élus qui décident eux-mêmes de soumettre une certaine question en référendum. Donc, elle est d'initiative citoyenne et ensuite, elle est décisionnelle. C'est-à-dire que quand le peuple s'est exprimé à voter en référendum, c'est pas juste une information dont les élus tiennent compte ou pas, c'est une décision qui s'impose aux élus. Et ça, je crois que ces 2 points, je suis pas sûr qu'il existe. D'abord, ce dont vous avez parlé, c'était au niveau régional. Donc, je suis pas sûr qu'il existe quelque chose au niveau national. Même s'il existait un RIC au niveau régional, ce serait différent que le RIC au niveau national parce que c'est limité au pouvoir qu'ont les régions et la France est un pays très centralisé. Évidemment qu'il y a beaucoup de pouvoirs qui sont au niveau national et pas au niveau régional. Donc, même si il y avait un véritable RIC au niveau régional, ça compenserait pas le manque d'un véritable RIC au niveau national. Mais le deuxième point, c'est que je suis pas si sûr qu'il y ait même un véritable RIC au niveau régional. Vous venez de mentionner l'exemple, disons, d'une réunion de 2 entités politiques. Et est-ce que ça satisfait simultanément les 2 conditions? C'est-à-dire, est-ce que c'était d'initiative populaire et est-ce que c'était décisionnel? Alors, je ne connais pas tous les détails, mais il me semble qu'il y a des associations qui militent pour ça, donc qui vont rencontrer des élus. Et je ne sais pas d'où c'est parti, mais ça doit être le rassemblement des élus plus cette association-là qui est quand même citoyenne,
qui a permis de déclencher un référendum au niveau du département de la Loire-Atlantique pour avoir ce référendum, quoi. Parce que, bon, je ne connais pas vraiment le détail de ces référendums locaux, mais à ma connaissance, ce qui se passe au niveau régional en France, c'est qu'il n'y a pas d'instruments qui satisfont les deux causes, qui peuvent être initiés uniquement par les citoyens, en tout cas. Au niveau communal. Ou alors c'est pas décisionnel. Et ce que font ces groupes, disons, pour la démocratie au niveau local, ce qu'ils essaient de faire, c'est que les élus s'engagent moralement à traiter comme décisionnelles des décisions en référendum local qui ne sont pas décisionnelles. Et à ce moment-là, mais ils ont le mandat impératif interdit en France, donc ils ne peuvent pas dire on s'engage juridiquement à, à mettre en œuvre la décision qu'aura prise le peuple, mais ils peuvent dire moralement ou enfin d'une façon plus vague qu'ils vont suivre la décision populaire. Mais ça, c'est à bien plaire de la part de ces élus qu'ils veuillent bien suivre la décision populaire. Mais si, il me semble qu'il y a quand même un outil au niveau communal. Et bon, si on peut continuer, s'il y avait... Oui. Ouais, peut-être ça serait... s'il y a un spécialiste des questions de référendum au niveau communal qui s'y intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée à ce sujet-là, des référendums au niveau local. Mais maintenant, effectivement, on peut passer au point suivant. Ouais, c'était le point 5. Les citoyens ne veulent pas voter tous les dimanches. Alors, je ne sais pas, moi, tel qu'on nous présente le RIC, on nous montre quelque chose d'exceptionnel. Je voulais avoir les chiffres de participation en Suisse et je suis allé les chercher. Et je regarde, depuis 2000, on a une moyenne qui dépasse jamais les 50%. Asti peut-être en 2014, tu vois. Et les moyennes, et j'avais étudié un petit peu le site, ça varie entre 20 et 60%. C'est pas franchement, enfin, je sais pas, c'est discutable, question de démocratie, savoir si en ayant l'avis de moins de 50% des votants, si franchement ça change l'ordre des choses, quoi. C'est tel que c'est présenté dans la vidéo, ça nous fait croire que tout le monde s'y intéresse et que ça va marcher beaucoup mieux, mais c'est pas vraiment concluant à mon goût, quoi. Alors, c'est vrai que le taux de participation, je sais pas, je dirais, ça dépend. Si on fait une moyenne, ça dépend sur quelle période on fait la moyenne. Mais je dirais qu'il est bas, oui, je dirais en dessous de 50%. Pour dire un truc en gros, 45%, un truc comme ça, quoi. Je veux dire, c'est souvent, quand on regarde les taux de participation, c'est souvent entre 40 et 50. Alors, des fois, ça dépasse 50, des fois, ça descend en dessous, mais c'est grosso modo ça. Donc, par rapport au régional, bon, c'est peut-être pas si mal, cette moyenne, par rapport aux dernières régionales. Mais c'est vrai que ça reste bas. Disons, la moyenne, elle est certainement en dessous, peut-être un petit peu en dessous, mais en dessous de 50%. Est-ce que c'est un problème? Le premier point, c'est que... Oui, allez-y. Non, je voyais dans le même article où j'ai pris les chiffres, là, il parlait de choses un peu discutables, parce qu'il y avait le sujet d'avoir... c'était à propos des banques pour voir la transparence des comptes, et puis il y avait eu un RIC sur la construction de minarets aussi. Et donc, avec un risque je sais pas, comment ils avaient présenté ça, où il y aurait une marque populiste dans les votes et qui ne serait pas forcément dans l'intérêt des minorités, ou par rapport aux banques. Justement, les banques avaient mis 8 millions de francs pour influencer le vote des citoyens. Enfin, il
il y a des petits trucs qui montrent quand même que c'est pas, ça roule pas tout seul, quoi. Alors, je propose qu'on traite Là, vous avez évoqué deux nouveaux sujets, là, les minorités avec les minarets et puis la question de l'argent. Je propose de les traiter juste tout à l'heure. Et puis, pour commencer, je vais répondre sur la question de la participation. Pour moi, c'est pas un gros problème pour différentes raisons. Premièrement, les par sujet, donc les Suisses votent 3 fois par an, 4 fois par an, tous les trimestres. Et puis en général, il y a 3, 4 sujets, disons, ça fait disons grosso modo en moyenne peut-être disons 3 sujets, parfois 4 fois par an, ça fait une douzaine de sujets. Et, et c'est vrai que des fois, il y a des sujets où les gens peuvent se dire, bon, ça me paraît un peu bon ou un peu mauvais, mais j'ai pas de très fort sentiment sur la question, donc ça, je laisse tomber. Je vais pas m'exprimer sur ce sujet. Et évidemment, quand on a tellement de sujets par année, c'est pas comme quand il y a une votation présidentielle tous les 5 ans. Là, ça peut être légitime de se dire, bon, sur ce sujet, je laisse décider d'autres parce que moi, j'ai pas de gros, j'ai pas un avis très tranché. Enfin, je trouve que c'est un peu bien, ou bien je trouve au contraire c'est un peu mauvais, mais un petit peu, c'est pas très important pour moi, donc je laisse à d'autres. Mais ça, c'est sur une votation donnée parmi les plus que 10 qu'il y a par année. Et par contre, pour d'autres, une autre votation, la personne ira peut-être voter. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur chaque votation, il y a peut-être entre 40 et 50% de participation, mais la large majorité des Suisses votent chaque année sur un sujet ou sur un autre, ou sur plusieurs sujets, pas forcément sur tous les sujets. Ce qui fait que le taux de participation, si on regarde par objet, il est faible, effectivement, plus petit que 50%. Mais si on regarde la participation dans l'année à la vie politique, là, elle est plutôt élevée. C'est-à-dire que la plupart des Suisses vont voter assez souvent, même s'ils ne votent pas à chaque votation. Donc, dans ce sens-là, c'est pas comme s'il y avait une classe de personnes qui simplement une classe importante numériquement qui votait jamais, disons. Et l'autre point, c'est que si les citoyens trouvaient qu'il y a trop de votations, parce que vous avez commencé l'intervention en disant votez tous les dimanches, on pourrait imaginer qu'il y ait des citoyens qui se disent ouais, mais là il y a trop de votations, il y a trop de sujets de votation. Eh bien, il suffirait de lancer une initiative pour augmenter le nombre de signatures requis. Et si vous avez besoin de plus de signatures pour soumettre en votation, mais il y aura tout de suite moins de votations. Donc, ça serait très facile pour le peuple. Si le peuple trouvait qu'il y a trop de votations, ça serait très facile pour le peuple de corriger ça. D'accord. Hein. Freiner la cadence. La cadence, ouais. La cadence, ça veut dire soit tous les 3 mois, changer la cadence là, soit simplement augmenter le seuil de signature. Hein. D'accord. Ensuite, vous aviez les deux autres questions, je ne sais pas si vous les abordez maintenant ou plus tard, sur les minarets et sur l'argent, que vous avez soulevé juste tout à l'heure. Ouais, enfin... Si, on peut les reprendre, mais sans trop rentrer dans les détails de ces sujets-là, parce qu'on reste quand même sur le fonctionnement du RIC, ouais, si vous voulez. Ouais. Donc, pour ce qui est du respect des minorités, je vais d'abord répondre généralement et puis ensuite parler un tout petit peu d'initiatives sur les minarets. Pour le respect des minorités, il faut dire que pour changer la Constitution, il suffit le nombre requis de signatures, c'est 2% des citoyens. Donc finalement, il y a une minorité, même une minorité très faible, peut 2%, enfin il suffit de réunir 2%, même une minorité très faible peut mettre en votation sa préoccupation. Si elle veut changer la Constitution sur un sujet, elle peut le mettre. Dans ce sens, c'est un grand respect des minorités, parce qu'une petite minorité peut mettre un sujet en votation populaire, en référendum. Maintenant, c'est clair que si c'est une petite minorité et qu'il n'arrive pas à convaincre la majorité, elle ne va pas gagner le référendum. Mais c'est quand même déjà ça, quelque part, qu'elle puisse obliger finalement tous les citoyens à se prononcer
sur une proposition qu'elle fait. Donc, dans ce sens, c'est un respect des minorités. Maintenant, est-ce que ce serait possible que la majorité décide d'opprimer une certaine minorité? En principe, c'est possible, oui. Mais simplement, les gens n'ont pas vraiment tellement. D'abord, si on prend des choses comme la peine de mort, elle a été éliminée du Code civil suisse en Suisse avant la France. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas vraiment de raison de penser que les élus protègent mieux les minorités que les citoyens eux-mêmes. Puis les citoyens eux-mêmes, ils sont conscients que ça dépend comment on définit la minorité, mais vous pouvez toujours vous retrouver dans une minorité. Vous n'avez pas trop intérêt à ce que l'État vienne trop embêter les minorités. Parce que en Suisse, il y a les Romans, par exemple, ça c'est une minorité linguistique. Ils ont peut-être pas trop intérêt à ce qu'on vienne embêter les minorités. Et de façon générale, la structure fédéraliste de la Suisse essaye justement de laisser chaque région géographique un peu lui laisser une large part d'autonomie. Donc ça, c'est pour les principes généraux concernant les minorités. Maintenant, sur l'initiative pour les minarets. Donc c'est une initiative qui a été acceptée par le peuple et qui interdit la construction de minarets. Donc là, je vais être très précis, ça n'interdit pas la construction de mosquées, ça n'interdit évidemment pas non plus la religion musulmane, et ni même donc la construction de mosquées. Simplement qu'on construit des mosquées, c'est interdit maintenant de construire des minarets à la mosquée. Et alors là, je ne vais pas prendre position pour ou contre, parce que sur cette chaîne, je ne prends jamais pour ou contre sur des sujets précis. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque de la votation, il y avait, je crois que c'est la personne qui est en ce moment le président de la Turquie, il était à l'époque président de la capitale de la Turquie, qui avait dit les minarets sont nos missiles. Donc une façon très agressive d'interpréter les minarets, c'est les missiles de l'islam. Et bon, on peut être pour ou contre la décision du peuple, mais on peut imaginer que certains Suisses se soient dit on veut pas de missiles chez nous, disons. Si les minarets sont des missiles, on n'en veut pas. Voilà, donc je veux pas défendre la décision du peuple et je veux pas non plus dire que le peuple a toujours raison. C'est parfaitement clair que le peuple peut prendre de mauvaises décisions. Le peuple n'est pas du tout infaillible, il peut prendre des mauvaises décisions. Je ne me prononcerai pas sur l'initiative des minarets là, mais juste l'oppression de la minorité est quand même limitée dans le sens que les mosquées sont autorisées, etc. C'est juste les minarets qui sont interdits. D'accord. Je voulais savoir, la peine de mort est vraiment passée par un référendum d'initiative citoyenne en Suisse? Oui. Oui, c'est passé par. Attendez. Pour dire exactement, je devrais vérifier. Mais c'est-à-dire, si j'ai plus le souvenir exact, mais soit ça a été mis dans la Constitution, et là, ça doit obligatoirement passer par une votation populaire. C'est une validation après, quoi. Ouais. Ouais, c'est une validation, mais si on dit non, c'est non, et la Constitution n'est pas changée, disons. Donc, Ouais, c'est un mais veto, quoi. ouais, c'est intéressant de savoir si c'est venu du peuple. Ah non, l'initiative, je veux pas dire de bêtises, je me souviens pas, mais je crois pas que je suis pas sûr, mais je crois pas que l'initiative soit venue du peuple. Il y a eu une votation populaire, soit parce que le référendum était obligatoire parce que ça changeait la Constitution, soit, alors je me souviens plus, l'autre possibilité c'est qu'ils ont changé une loi. Et à ce moment-là, le référendum n'est pas obligatoire, mais on peut faire un référendum contre. On peut demander de voter si on réunit le nombre requis de signatures. Et je ne sais pas dans ce cas-là si des gens ont demandé que ce soit soumis en votation. Je ne me souviens plus. Donc, soit des gens l'ont demandé et puis ça a été soumis en votation puis ça a été accepté, donc d'abolir la peine de mort. Soit simplement personne n'a demandé à ce que ça soit soumis en votation,
Mais ils auraient pu le demander. Disons, si les gens avaient été contre, ils auraient pu demander que ce soit soumis en votation, puis ensuite faire campagne contre. Et si ça aurait été refusé, l'abolition de la peine de mort aurait été refusée. Donc, je me souviens plus exactement les détails, mais disons, dans le système suisse, c'est pas possible de faire un changement comme ça sans que le peuple soit d'accord. D'accord. Qu'est-ce que je voulais savoir? Ah si, est-ce qu'on a un exemple, une minorité par laquelle je me sens concerné, c'est le handicap. Est-ce qu'il y a des exemples de RIC sur le handicap en Suisse? Je sais pas. Je crois. On a beaucoup de votations, donc je me souviens de ceux de cette année, de l'année passée, Ah, etc. Mais pas tellement trop loin dans le passé. Donc, mais dernièrement, disons ces dernières années, je me souviens pas qu'il y ait eu quelque chose sur le handicap. juste pour savoir, parce que j'aurais des choses à demander, je pense que ça pourrait être un bon argument pour défendre le RIC en France, quoi. Genre ici, on a un débat sur, enfin, je crois que c'est passé maintenant, mais c'était de désolidariser les revenus d'un conjoint pour avoir droit à des allocations d'adultes handicapés, quoi. Oui, donc je peux pas vous dire s'il y a eu des choses comme ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça serait possible. C'est-à-dire que il pourrait tout à fait y avoir une initiative qui dit au niveau de la fiscalité ou enfin ou de comment les conditions pour recevoir des prestations ou de l'argent en tant qu'handicapé, ça serait tout à fait possible de lancer une initiative pour fixer ça. Donc, D'accord. ce qu'il y a en Suisse au niveau fédéral, il y a une lacune, c'est que c'est différent. Dans les cantons, chaque canton a ses choses et souvent ils ont des choses supplémentaires dans les cantons, mais quand il s'agit de la loi fédérale, au niveau fédéral, on peut faire une initiative pour modifier la Constitution, mais on ne peut pas faire une initiative pour dire je propose de modifier la loi sur tel ou tel sujet. La loi, je ne parle pas des lois constitutionnelles, mais des lois qui sont en dessous de la Constitution. Et il y a dans certains cantons, il y a la possibilité de faire ça au niveau de la loi, mais pas au niveau fédéral. Ce qui a comme conséquence que quelqu'un qui voudrait faire ça devrait changer la Constitution, mais il devrait l'inscrire dans la Constitution. Mais c'est pas un problème, il pourrait le faire. Donc, on va passer au point suivant. Oui, oui, tout à fait. Bah, justement, j'avais noté justement la possibilité de faire un référendum au niveau local. C'est le point 7, le point suivant que je prenais. Là, le RIC est irréalisable. Bon, je passe. Je pense que c'est possible quand même en France. Le point 7, il s'agit de l'article 72 de la Constitution qui permet justement de faire des pétitions au niveau local et de pouvoir interroger les communes. Mais ces pétitions Donc, ont-elles est-ce qu'elles conduisent nécessairement à une votation, à un référendum? Et si oui, est-ce que le résultat de ce référendum s'impose aux élus? eh bien, je ne connais pas par cœur parce que je l'ai rarement vu à l'œuvre. Je ne vois pas trop les détails. Mais, euh, mais après, le risque, à mon avis, c'est que les élus perdent leur crédibilité, comme ça s'est passé avec le référendum de 2005 sur l'Europe, quoi. Et en plus, au niveau local, on peut aller les chercher, quoi. Donc, à mon avis, ils ont intérêt de jouer le jeu. Surtout qu'on s'en souviendra au prochain scrutin, quoi. Non, en fait, je sais pas. Je connais pas les Ouais, détails. Je vois pas trop le côté impératif. ok. Juste une remarque concernant 2005. Là, on voit bien aussi le problème, c'est-à-dire qu'il y a eu une votation. Premièrement, elle n'était pas d'initiative citoyenne, mais donc présidentielle. Mais enfin, le président, dans sa grandeur d'âme ou pour des raisons stratégiques politiciennes, a décidé de soumettre ça en votation populaire. Le peuple a refusé la Constitution européenne, et puis elle est revenue derrière, sous un autre nom, là,
l'accord de Lisbonne. Et je crois que un point important, c'est que si les élus n'avaient pas pu modifier la Constitution sans que ça passe obligatoirement en votation populaire, ils auraient dû soumettre aussi leur traité de Lisbonne en votation populaire. Donc je crois que je parle toujours du RIC constituant, du référendum d'initiative citoyenne au niveau constituant, mais un point qui est aussi important, c'est que quand les élus proposent une modification de la Constitution, qu'ils doivent obligatoirement passer en votation populaire pour pas pouvoir détricoter en catimini ce que le peuple a décidé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Là, c'était le point 8. Le peuple ne décidera pas comme je veux. Ouais, c'est un peu la manière. C'est où j'avais vu un article où ils expliquaient que justement, quand l'abolition de la peine de mort est passée en France, ça n'avait pas l'air d'être exactement l'opinion du peuple français. Et pourtant, je pense qu'on ne reviendra pas dessus. C'est quand même une avancée. C'est juste, on peut en débattre, ouais. Alors après, l'incompétence, c'était le point 9. Ça aussi, ouais, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'il y a plusieurs votations, une tous les 3 mois en Suisse, et que les citoyens ne participent pas forcément à plus de 50%, et que ce n'est pas toujours les mêmes. C'est vrai qu'on va s'exprimer, je pense, sur des sujets qu'on connaît, sur des thèmes qui nous intéressent. Parler de l'incompétence, on ne peut pas être compétent sur tous les sujets, sur tous les thèmes. Donc, ouais, ça, c'est des choses qui sont assez discutables. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe en Suisse, s'il y a des débats, s'il y a des ateliers, s'il y a des choses qui permettent de se rencontrer pour pouvoir faire un choix de vote, ou si c'est de la propagande qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, comme les scrutins qu'on a en France. Je sais pas, vous pouvez nous expliquer un petit peu? Donc il y a beaucoup de choses, évidemment, parce que c'est un peu la grande actualité quand il y a la votation qui approche. Et il y a beaucoup de débats et d'informations. Et quelque part, un intérêt de ce RIC qui vient tous les 3 mois, c'est que ça rend, comment dire, ça synchronise les débats. Par exemple, si la prochaine votation, il y a, je sais pas, disons 3 sujets, eh bien, peut-être un mois avant, comme ça, tout le monde, à la télé, dans les journaux, etc., tout le monde va parler de ces 3 sujets, donc ça synchronise bien les débats. Comme information, il y a d'abord les autorités qui envoient de la documentation. À l'intérieur, il y a aussi la position des adversaires, qui sont adversaires à la position des autorités. Voilà, donc moi je lis en général ça avant de voter. C'est souvent bien fait, mais oui. Il y a des positions par parti, peut-être? Oui, ça c'est en plus. Donc ça c'est, je me souviens plus si il y a les positions des différents partis, peut-être. Oui, je me souviens plus. C'est possible. Mais donc ceux qui hésitent vont suivre peut-être la ligne de leurs représentants, quoi. Exactement. Donc ça c'est Pour terminer sur la brochure des autorités, il faut dire que des fois il y a quand même des erreurs là-dedans. Hein. Il faut pas ça suffit pas de regarder ça. Donc je regarde toujours ça, mais je regarde jamais que ça. Effectivement, ensuite il y a les différents partis, les positions des différents partis qui se prononcent. Et puis là, quelque chose qui est intéressant, c'est que dans le pire des cas, disons, si vous pas le pire, parce que pire, ça serait de pas aller voter, mais si vous allez voter, mais que vous voulez pas trop réfléchir vous-même,
vous pouvez effectivement, comme vous avez dit, simplement suivre la recommandation d'un parti auquel vous faites confiance. Et ça, c'est une sorte de... C'est avantageux par rapport à simplement laisser le parti décider. Parce que par rapport à simplement des représentants élus, qui a aussi par ailleurs, il y a aussi des représentants élus en Suisse, hein. Mais ça vous permet, suivant les sujets, parce que peut-être sur un sujet, sur l'environnement, vous avez plutôt confiance à tel parti, sur les questions, je sais pas, d'impôts sur tel autre, etc. Donc vous pouvez un peu, même si vous avez décidé de ne pas réfléchir en détail sur ce genre de sujet, vous pouvez suivre la recommandation d'un parti, mais pas toujours du même sur tous les sujets. Donc ça, c'est quand même avantageux par rapport à juste confier à un parti ses voix et après, c'est sur tous les sujets, ce sera lui qui décide au Parlement, disons. Donc ça, c'est un avantage. Mais effectivement, savoir ce que les partis ont décidé. Mais moi, ce que je fais surtout quand je vais voter, c'est je regarde les débats. Parce que c'est les débats donc, où il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre l'initiative en question. Parce que là, il y a les deux partis, on voit ce que répondent les uns aux autres. Et je dirais que c'est ça, pour moi, la source d'information la plus utile. Et ouais, donc là, on voit que, parce que c'est assez nouveau le RIC, donc j'ai besoin de détails. Le RIC, c'est pas quelque chose qui marche simplement depuis les citoyens, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même une collaboration entre les acteurs politiques qui sont élus ou qui sont dans les partis et les simples citoyens qui interviennent pour s'exprimer simplement, quoi, qui n'ont aucune responsabilité dans les postes d'élus ou dans la vie des partis, quoi. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il y a les deux, il y a les représentants élus et il y a les citoyens. Ouais, donc un point qu'il faut bien comprendre effectivement, c'est que les élus en Suisse, il y a des élus, il y a un parlement, etc. Donc qui font leur travail. Donc il y a les deux, quoi. C'est pas une démocratie directe au sens où il y aurait pas de représentants. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est que le RIC, quoi, le référendum d'initiative citoyenne, il est quand même bien séparé des élus dans le sens qu'il est initié par des citoyens. Ensuite, le texte proposé sur un sujet précis par ces citoyens, il sera soumis en votation s'ils ont le nombre requis de signatures, sans que les politiciens puissent changer. Donc, il n'y a pas tellement d'interférence des politiciens. Et ensuite, il y a une votation par le peuple. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas trop d'interférences, mais il y a quand même deux interférences qu'il faut mentionner. L'une, c'est la possibilité pour le Parlement de proposer un contre-projet. Donc, les citoyens vont proposer de changer la Constitution sur un sujet précis en donnant le texte de la modification de la Constitution. Et puis, le Parlement peut proposer un contre-projet. Et dans ce cas-là, les deux seront soumis au vote le même jour, en fait. Puis il y aura une question subsidiaire de savoir si les deux passent, lequel des deux doit l'emporter. Donc là, le Parlement... Donc c'est une interférence, mais c'est pas une interférence qui détruit la proposition qui émanait des citoyens, mais qui se rajoute. Et puis ensuite, c'est une option supplémentaire qui est soumise en votation populaire. Donc ça, c'est une première façon dont le Parlement ou dont les élus peuvent intervenir. Et puis la deuxième, c'est évidemment, comme vous le disiez, à travers la campagne. Parce que au fond, il va y avoir, quand il y a une initiative, les initiants, ils vont avoir leur comité d'initiative. En général, si vous voulez, je sais pas, lancer une initiative par rapport à l'environnement, vous allez pas le lancer juste tout seul dans votre coin ou je crois qu'il faut être 7. Vous allez pas vous le lancer un petit groupe, mais vous allez essayer de convaincre d'abord des organisations environnementales. Et puis c'est ce groupe-là qui va lancer l'initiative et qui ensuite va la défendre durant la campagne. Et il peut aussi y avoir donc un comité qui est contre l'initiative, qui peut aussi réunir des citoyens qui sont contre.
et qui vont faire campagne contre. Mais évidemment, il y a aussi les partis, les élus qui vont se situer par rapport à cette initiative, pour ou contre, et puis qui vont faire campagne. Donc, effectivement, il y a la campagne aussi de la part des élus. D'accord. Prendre le dernier point, la Constitution ne doit pas être changée tous les ans. Ça, c'est assez intéressant parce que j'étais sur le Discord du mouvement constituant populaire hier. Et il y a un truc, c'est surtout des mots qui sont utilisés qui me dérangent un petit peu parce qu'ils parlent de processus constituant permanent. Et donc, j'avais voulu des détails, parce que ma crainte, c'est que voilà, ils changent la constitution tous les jours, donc ça risque de faire un problème, une sorte de système instable. Et puis après, j'ai eu les détails, mais en fin de compte, c'est pas exactement ça. C'est qu'ils veulent changer l'article 89 qui permettent d'avoir en permanence la possibilité pour le peuple de pouvoir proposer une amélioration de la démocratie, quoi. Ouais, donc, puis j'avais un dernier point. C'était sur la faisabilité. Je voulais revenir. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le RIC en France, à mon avis, c'est discutable. J'ai vu qu'il y avait eu une réponse adressée le 23 mai 2018 à Yvon Bachot et Étienne Chouard, qui avaient fait une pétition qui expliquait pourquoi le RIC en toute matière avait été refusé. Est-ce que ce point-là a été creusé? Alors, je vais répondre à cette question. Et puis, d'abord, juste un commentaire sur le point précédent. Donc oui, il y a en France des mouvements qui veulent modifier la Constitution de sorte à modifier l'article 89 pour que le peuple puisse lancer des initiatives, des RIC pour modifier la Constitution. Et effectivement, c'est permanent dans le sens que cet article 89 serait modifié de façon permanente et qu'en tout temps, des citoyens peuvent se réunir et puis proposer une modification de la Constitution qui serait soumise en votation populaire s'ils ont le nombre requis de signatures. Un chiffre qu'on entend beaucoup en France, c'est 700 000. 700 000 signatures pour que ce soit soumis en votation populaire. Il y a différents mouvements qui soutiennent ça. Au niveau de l'élection présidentielle de 2022, il y a tout particulièrement le Espoir RIC qui fait campagne avec l'unique point à son programme, c'est justement d'instaurer le RIC constituant en modifiant cet article 89. Et ils veulent modifier l'article 89 en utilisant le référendum d'initiative, présidentielle pour soumettre en votation populaire cette modification de l'article 89. Donc, pour soumettre en votation populaire une modification de la Constitution, un peu comme avait fait déjà De Gaulle en son temps, en instaurant l'élection du président au suffrage universel, par exemple. Il avait fait une modification de la Constitution qu'il a soumis en référendum. Donc oui, il y a effectivement en France tout un mouvement qui est pour l'instauration du RIC constituant. Et sur la réponse à Yvon Bachot là, eux, c'était le RIC en toute matière, donc pas seulement constituant, mais il y avait aussi le RIC pour changer la législation qui se trouve en dessous de la Constitution, etc. Si je me souviens bien, il y avait un argument que ça correspond pas à la tradition française. Et puis l'autre argument, est-ce que c'était l'instabilité? Je me souviens plus exactement. Qui a été donc évoqué contre le RIC en toute matière. Ah, le populisme, ouais. À cause de... Il y avait le mandat impératif aussi.
ça va à l'encontre du mandat impératif, c'était un point, et l'autre, c'était la tradition de la démocratie parlementaire. Ok, donc sur ces deux points, le mandat impératif, je dirais pas que ça va. C'est quand même très différent d'un mandat impératif. C'est-à-dire que, évidemment, c'est impératif dans le sens que quand le peuple a décidé quelque chose par référendum, ça s'impose aux élus et puis ben, les élus doivent mettre en œuvre ça, ils doivent accepter ça. Donc, dans ce sens-là, c'est impératif, mais c'est pas un mandat impératif. Ce qu'on appelle d'habitude un mandat impératif, c'est quand les élus qui sont au Parlement, ils n'ont pas le droit, ils doivent, ils ont un ordre qui leur dit ce qu'ils doivent voter, disons. Ils n'ont pas le droit de changer d'avis, par exemple. Et évidemment, ça, c'est quand on a un mandat impératif comme ça, c'est un peu problématique pour différentes raisons. Mais une raison, c'est parce que les parlementaires, ils peuvent plus discuter et changer d'avis s'ils sont liés par un mandat impératif. Un autre problème, c'est que, par exemple, un parlementaire, il aura été élu en disant, voilà, moi, mon programme, c'est ça. Si on dit qu'ensuite, tout son programme, c'est un mandat impératif, peut-être que quand même, il y a des gens qui l'ont élu, qui n'étaient pas d'accord avec certains points de son programme. Donc, après, il se trouverait en situation de dire, finalement, j'ai l'ordre. C'est encore plus net si c'est pour un président, par exemple. Si je parle même plus d'un parlementaire, mais d'un président. Si je prends Sarkozy, par exemple, quand il a été élu, il avait dans son programme qu'il balayait la votation de 2005, donc le référendum de 2005. Ça, il l'avait déjà annoncé, il l'avait mis dans son programme et tout. Donc, et c'est ensuite ce qu'il a argumenté. Il a dit, bon, en votant pour moi, les Français ont dit qu'ils étaient d'accord avec ce point qui était dans mon programme. Mais c'est pas ça. Ils ont voté pour lui parce que peut-être ils avaient le choix, au deuxième tour, ils avaient le choix entre deux possibilités. Puis ils ont trouvé que si la majorité a voté pour lui, c'est que la majorité a trouvé que c'était le candidat le moins pire ou le meilleur. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils étaient d'accord avec chaque point de son programme. Donc il y a une sorte d'erreur logique que faisait Sarkozy à l'époque en disant j'ai une légitimité pour ne pas appliquer le référendum de 2005 parce que c'était dans mon programme. Et si on commence à avoir des mandats impératifs, ce problème est encore aggravé parce qu'un président qui serait élu pourrait dire ouais, tous les points que j'ai dans mon programme, je les considère comme c'est des mandats impératifs, alors qu'en réalité, même si la majorité a voté pour lui, c'est tout à fait possible que la majorité était contre certains points de son programme. Donc, moi, je suis très réservé par rapport, je suis contre le mandat impératif, en fait. Donc, pour être tout à fait clair, mais je suis très pour le RIC constituant, parce que je trouve que c'est vraiment très différent. Une fois que le peuple s'est exprimé sur un sujet, ça s'impose aux élus, c'est très différent que d'envoyer des élus et ensuite de dire qu'ils peuvent pas parlementer ou qu'ils peuvent pas changer d'avis, etc. Donc je trouve l'argument du RIC, du mandat impératif, je trouve que c'est un mauvais argument, qu'il y a deux choses différentes et que on peut tout à fait être contre le mandat impératif et pour le RIC constituant. Et c'est mon cas en fait. Mais là, ouais, mais apparemment, là, ils ont l'air de dire qu'il y a un champ pour l'application des référendums qui ne permet pas de le mettre en place. Justement, ils disent, voilà, il y a la dernière phrase où c'est marqué, il pourrait y avoir des consultations populaires sur des sujets pouvant prêter à la démagogie et dont la constitutionnalité ne serait pas assurée. C'est-à-dire qu'on mettrait toute une machine en route et après, le Conseil constitutionnel foutrait tout par terre, quoi. Donc, le RIC n'irait pas jusqu'au bout de ses fonctions. Disons que il y a deux points, démagogie et constitutionnalité. Si on parle du RIC constituant, finalement, c'est le point principal. C'est le RIC le plus important, le RIC constituant, parce qu'avec lui, on peut obtenir tous les autres RIC. Donc, si on se focalise sur le RIC constituant, qui permet de modifier la Constitution, il n'y a pas vraiment un contrôle de constitutionnalité à faire. Parce que le contrôle de constitutionnalité, c'est parce qu'il y a la Constitution et les lois. Donc, si on change les lois qui sont en dessous de la Constitution,
Évidemment, il faut vérifier qu'elle est toujours conforme à la Constitution. Mais si on modifie la Constitution, ben, elle est forcément conforme à la nouvelle Constitution. Disons, on doit pouvoir modifier la Constitution. Donc, je trouve que là, en tout cas pour ce qui est du RIC constituant, je vois pas la pertinence d'un examen de constitutionnalité. Disons, il s'agit de faire justement d'écrire la Constitution elle-même. Donc ça, c'est pour le point constitutionnalité. Donc, ce serait différent du RIC en toute matière pour lequel Yvan Pachot et Étienne Chouard ont demandé à ce que ce soit pris en compte quoi, en 2018, c'est ça? C'est une nouvelle version. Non, c'est quelque part en toute matière, comme le nom l'indique, c'est vraiment en toute matière. Donc ça veut dire changer la Constitution, changer la loi qui est dessous, éventuellement révoquer des élus, etc. Le RIC constituant, c'est qu'un seul de tous ces RIC. Mais c'est le plus important, parce qu'une fois qu'on peut changer la Constitution, on peut dire, bon, ben, et le peuple a le droit aussi de modifier les lois. Donc une fois qu'on a le RIC constituant, on peut introduire tous les autres RIC qu'on veut. Donc c'est vraiment le plus important, simplement parce que la Constitution, c'est le sommet de l'édifice juridique d'un pays. Donc, mais c'est vrai que le RIC en toute matière, il y a là-dedans le RIC pour les lois qui sont en dessous de la Constitution, et il faut s'assurer qu'elles soient conformes à la Constitution, effectivement. Donc c'est un peu différent. Le RIC constituant, au fond, c'est les Français qui défendent le RIC constituant, l'instauration du RIC constituant. Ils essayent de prendre la chose minimum, la réforme minimale qui permet de faire de la France une véritable démocratie au sens où le peuple peut vraiment décider sur des sujets. Mais ils essayent d'être minimalistes au sens où ils mettent pas tous les RIC, mais ils mettent juste le RIC constituant à partir duquel on peut obtenir tous les autres. Donc, en tout cas, cette objection sur le RIC constituant s'appliquerait pas, à mon avis, cette histoire de constitutionnalité. Et ensuite, l'autre point que vous aviez dit, c'était les sujets et la démagogie. D'abord, je vois pas de quel droit, disons, les élus qui sont finalement que les représentants du peuple commenceraient à dire le peuple n'a le droit de s'exprimer sur tel ou tel sujet, mais pas sur tel ou tel autre. Finalement, le peuple, c'est le patron de ses élus. Il devrait pouvoir, s'ils veulent lancer une initiative sur n'importe quel sujet, il devrait pouvoir le faire. Et la question ensuite de la démagogie, premièrement, je vois pas de raison. Démagogie, on dit souvent que quelqu'un est démagogue quand il est simplement populaire, puis il a des avis différents de soi-même. C'est-à-dire que c'est plutôt une insulte qu'on fait au lieu de répondre aux arguments de l'autre. Donc, j'aime pas tellement le mot démagogue, mais disons, j'ai pas de raison de penser que le peuple prendrait de plus mauvaises décisions que les élus. D'accord. Là, je crois que ça y est, on a fait le tour. Donc, on va essayer de faire un petit mot de conclusion. Oui. Ouais, c'est bon. Alors, je vous laisse conclure. Ouais, quand j'ai réfléchi au sujet, je me disais c'est très intéressant d'avoir l'avis d'un citoyen suisse, puisque là-bas ça fonctionne. Mais est-ce que cela veut dire que ça va fonctionner automatiquement dans le système français? Parce que le français, la constitution telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est une évolution depuis la première constitution, on va dire, je considère la première constitution qui a été écrite après 1789, quoi. Donc il y a toute une évolution de plus de 200 ans. Il faudrait aussi des experts français pour pouvoir justement étoffer le sujet et pour qu'on soit crédible, quoi. Et après, j'ai un autre sujet, moi, pour lequel je milite personnellement, ce serait pour la création monétaire. Parce que je pense que il suffit pas pour le peuple de demander
pour un projet. Si on n'a pas le financement derrière, donc il faudrait aussi avoir la création monétaire publique, ce qui permettrait d'avoir beaucoup plus de poids pour la souveraineté populaire, quoi. Et je vois qu'il y a eu une initiative un peu similaire en Suisse avec François de Siebenthal, qui voulait la monnaie pleine. Et c'est justement, je me demande si ça ne revient pas au RIC qu'on parlait tout à l'heure, où il y a eu 8 millions de lobbying de la part des banques privées pour éviter que ça passe, quoi. C'est des petits points comme ça qui font que je ne suis pas convaincu à 100% que le RIC soit la solution. Et donc voilà, il faut qu'on continue à travailler le sujet, quoi. Ok, ben je vous remercie pour votre intervention. Je crois que je ne vais pas répondre à votre dernière intervention parce qu'on va devoir conclure et je crois que c'est bien que vous ayez le mot de la fin. Mais merci beaucoup pour votre intervention. Voilà. Au revoir. Au revoir.